Bienvenue dans cette masterclass dans laquelle nous allons voir comment composer son portefeuille d'investissement tout en mesurant le risque. J'en profite pour remercier XTB pour m'avoir convié à cet événement que je trouve très complet puisqu'il réunit des intervenants de qualité qui vont vous proposer des masterclass sur des sujets assez variés. Voici les différents sujets que je vais aborder durant cette masterclass. Dans un premier temps, nous allons présenter rapidement ce que sont les ETF, puis nous verrons 3 outils permettant de mesurer le risque que sont la volatilité, la corrélation et le drawdown. Ensuite, nous verrons comment les combiner pour composer son portefeuille d'investissement qui correspondra à sa propre aversion au risque. Puis, nous étudierons une notion très importante à prendre en compte pour certains types d'ETF, qui est le beta slippage. Puis, je vous présenterai un outil que je trouve très intéressant, qui est le scanner ETF disponible sur XStation 5, la plateforme du courtier XTB. Et enfin, pour terminer, je vous offrirai 2 bonus. Je me présente rapidement, je suis Viken Choboyan, je suis trader pour compte propre depuis 2006 et ma spécialité est le swing trading sur actions US. Je suis également diplômé de la formation conseiller en investissement financier. Nous allons commencer par présenter rapidement ce que sont les ETF. Il s'agit de produits cotés en bourse qui répliquent le cours d'un sous-jacent. Le sous-jacent peut donc être par exemple un indice action comme le S&P 500 ou le CAC 40 ou un indice obligataire ou par exemple un indice matière première. Les dividendes qui sont générés par les composants du sous-jacent, par exemple pour le cadre d'un ETF CAC 40, et bien donc les sociétés qui composent le CAC 40, ces dividendes-là seront soit réinvestis dans l'ETF lui-même, ou soit vous seront versés. Ça dépend des ETF. Quand vous possédez un ETF, vous pouvez le revendre en permanence pendant les heures d'ouverture de bourse, bien entendu, car la contrepartie est assurée par l'émetteur de l'ETF. Les leaders mondiaux sont iShares et Vanguard, les leaders français sont Lyxor et Amundi. Un des gros avantages des ETF est que les frais sont très faibles. Alors il y a 2 types de frais à prendre en compte. Il y a les frais de gestion. Ce sont les frais que vont facturer donc les émetteurs d'ETF pour la gestion du produit lui-même. Et également, il faut prendre en compte les frais de courtage. Donc là, ce sont les frais que vous facturez les courtiers en ligne pour à chaque fois que vous allez acheter ou vendre des ETF. Sachez justement que XTB propose une offre sans frais de courtage. Un des gros avantages des ETF est qu'ils permettent de se diversifier avec un capital relativement faible. Imaginons que l'on veuille répliquer la performance du S&P 500. Déjà, il faudrait donc acheter les 500 sociétés qui composent l'indice, ce qui engendrerait des frais de courtage très importants et qui seraient compliqués à gérer. Et en plus de cela, il faudrait respecter le poids de chaque action au sein de l'indice, puisque dans le S&P 500, comme dans beaucoup d'indices, les sociétés ne représentent pas toutes le même poids. Si les sociétés représentaient toutes le même poids au sein de l'indice, elles devraient donc représenter 0,2% de l'indice pour que les 500 sociétés fassent un total de 100%. Et vous voyez par exemple sur ce tableau-là que la société qui représente le plus de poids dans l'indice est Apple, qui représente 6,06%. Ensuite, on a Microsoft, 5,97%, etc., etc. Donc, on est bien au-dessus des 0,2%. Et si on descend donc sur les dernières actions en les classant par poids, vous doutez que les dernières représentent beaucoup moins que 0,2%. On voit que la dernière représente par exemple 0,007%. Donc au-delà du fait qu'il faudrait pouvoir acheter donc les 500 sociétés du S&P 500, il faudrait également pouvoir respecter ces poids-là. Et pour respecter ces différents poids d'actions, il faudrait un capital vraiment très très conséquent. Nous allons maintenant étudier un premier outil permettant de mesurer le risque, qui est la corrélation qui peut exister ou pas entre 2 actifs financiers. La corrélation mesure l'intensité de la relation entre 2 actifs, puisque pour limiter le risque d'un portefeuille d'ETF, par exemple, on va avoir tendance à se diversifier, donc investir sur plusieurs ETF différents. Par contre, si les ETF sont corrélés entre eux, c'est-à-dire que s'ils bougent tous à la hausse en même temps ou tous à la baisse en même temps, c'est une diversification qui finalement ne sera pas réelle, puisqu'effectivement on aura plusieurs produits financiers dans notre portefeuille, mais le fait qu'ils bougent tous dans le même sens fait que finalement le risque ne sera pas vraiment dilué. Donc en mesurant la corrélation, on va trouver un chiffre entre plus 1 et moins 1. Donc si on arrive à un chiffre de plus 1, c'est-à-dire que la corrélation est positive, c'est-à-dire que quand un actif financier augmente de 1%, l'autre actif financier qui est corrélé avec lui va augmenter également de 1%. Quand un actif baisse de 1%, l'autre baissera également de 1%. Si on obtient un chiffre de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire qu'ils vont chacun avoir leur propre comportement qui n'aura aucun lien.
Et ensuite, si la corrélation est négative, on obtient donc un chiffre de moins 1. C'est-à-dire que quand, par exemple, un des deux actifs va monter de 5%, eh bien l'autre baissera de 5% et vice-versa. Donc bien sûr, les bornes de plus 1 et moins 1 sont des bornes, on va dire, théoriques. Dans la réalité, on n'est jamais vraiment à plus 1 ou moins 1, on n'est jamais pile à 0. Et en tout cas, vous allez voir que dans la réalité, je vais vous montrer des exemples concrets, pardon. Vous allez voir que dans la réalité, la corrélation entre deux actifs varie, hein. Elle reste pas à une valeur précise et égale dans le temps. Vous allez voir que ça évolue en fonction du temps. Là, je vous montre des exemples théoriques. Ensuite, on va passer sur des cas pratiques. Pour illustrer ce qu'on vient de voir précédemment, on voit que donc sur le graphique de gauche, on a donc l'actif 1 qui est illustré en noir, l'actif 2 qui est illustré en bleu. Donc si on a une corrélation de moins 1, ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que la corrélation est négative. Vous voyez donc que les deux courbes ont des comportements diamétralement opposés. Ensuite, le graphique du milieu, corrélation de 0, et on voit donc là, effectivement, que les comportements des deux graphiques, donc des deux actifs, actif 1 et actif 2, n'ont aucun lien, ils font chacun leur propre vie, on peut dire. Et ensuite, la corrélation de 1, donc plus 1, c'est une corrélation qu'on appelle positive, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même comportement. Donc, comme je disais précédemment, en ayant deux actifs qui ont le même comportement, eh bien, on n'est pas vraiment diversifié, puisque si l'un baisse, l'autre va baisser également. Donc finalement, ça revient à concentrer le risque. Maintenant, on va voir des exemples concrets et réels. Par exemple, on entend beaucoup parler du fait que l'or est une valeur refuge, c'est-à-dire que si les marchés boursiers baissent, l'or va monter et vice-versa. Donc là, j'ai étudié la corrélation qu'il existe entre l'indice, donc S&P 500, 500 très grosses sociétés américaines, et l'or. Et on voit que finalement, la corrélation, enfin la décorrélation, puisque c'est ça qu'on entend souvent, qu'il y aura une décorrélation, c'est-à-dire que quand les marchés boursiers montent, l'or baisse et vice-versa. Eh bien, donc on voit que c'est vrai par moment, mais c'est pas si évident que cela, puisqu'on voit que donc le graphique, vous voyez, va de 2008 à nos jours, hein, donc à 2021. On voit qu'il y a eu beaucoup de périodes où on était autour de zéro, d'autres périodes où on était, par exemple, si on regarde après 2015, on a eu plusieurs années bien en dessous de zéro, donc là il y avait une décorrélation. Donc bien sûr, c'était pas moins 1, mais entre nous, une décorrélation de moins 1, ça n'existe pas. On est toujours voilà, entre ces différentes bornes. Donc on voit qu'effectivement, il y a sur certaines périodes une décorrélation, mais c'est pas si évident que ça. Là, je vous montre vraiment, pour que vous compreniez quand vous regarderez des graphiques qui vous montreront la corrélation entre deux actifs, vous pourrez les analyser. Ensuite, justement, la corrélation entre le S&P 500 et le Nasdaq, c'est vraiment ce que je disais vraiment typiquement tout à l'heure, deux actifs qui sont corrélés. Donc, par exemple, avoir un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq dans son portefeuille, ça revient finalement à concentrer son risque, hein. Ça, c'est vraiment... Il ne faut pas acheter ces deux ETF-là en se disant je suis diversifié, parce qu'on voit que la corrélation est très importante, hein. Là, le graphique va de 2002 à 2021, encore une fois, et on voit que là, contrairement à l'or qui a eu des périodes au-dessus de 0, d'autres en dessous de 0, là, on voit que sur toute cette période-là, on est toujours au-dessus de 0,8. Donc, on a une corrélation très importante, et ce qui est assez logique, hein. Si vous regardez les valeurs qui ont le plus de poids dans le S&P 500 et dans le Nasdaq, et ben c'est les GAFAM, bien entendu. Elles représentent plusieurs dizaines de pourcents dans chacun de ces deux indices-là. Donc, c'est assez logique que la corrélation soit très forte. Après, on peut étudier la corrélation ou décorrélation qu'il pourrait y avoir entre, par exemple, une action et une matière première. Ça, c'est très intéressant et vous allez voir que des recherches, vous allez pouvoir en faire à l'infini. Tout à l'heure, je vous montrerai sur la plateforme Xstation, par exemple, la quantité d'ETF que vous avez. Mais donc, on peut faire des postulats nous-mêmes. Donc là c'est pas un graphique de corrélation, hein. Là, c'est un graphique avec les cours de bourse. Par exemple, là, dans cet exemple, j'ai comparé, donc en bleu, vous avez l'évolution du prix du cours du pétrole, et en orange, l'évolution du cours de l'action ConocoPhillips, qui est une entreprise donc dans
secteur de la pétrochimie. Alors on pourrait se dire d'instinct que effectivement, si le cours du pétrole augmente, eh ben le prix de l'action ConocoPhillips va augmenter, et si le cours du pétrole baisse, le prix de l'action ConocoPhillips va baisser, puisque une grosse partie des revenus de ConocoPhillips est liée au prix du pétrole. Et bien donc, quand on compare là, donc ça c'est les cours de bourse, hein, j'ai superposé les deux, et on voit effectivement que visuellement, on voit que vraiment il y a un lien très fort entre les deux courbes. Mais maintenant, j'ai mesuré ça ensuite en termes de corrélation, donc en ayant le résultat entre plus 1 et moins 1, on va voir ce que ça donne. Eh bien, on voit effectivement que la corrélation est très forte, hein. On est toujours, donc là ça va de 2008 à 2021, le graphique que j'ai sorti, et on voit qu'on est toujours voilà, entre 0,4 et 0,8. Donc la corrélation est vraiment très importante. Donc c'est assez logique, mais il faut quand même vérifier, puisque des fois on se fait des suppositions, donc des idées qu'on peut avoir dans notre esprit, mais moi je dis toujours il faut mesurer pour être sûr. Maintenant, nous allons parler de la volatilité, qui est une autre mesure du risque. La volatilité permet de mesurer l'ampleur et la rapidité de l'évolution du prix d'un actif en fonction du temps. Puisque si par exemple on vous dit, voilà, le cours de telle action est monté de 10 euros à 25 euros et est redescendu à 5 euros, eh bien, en ayant juste l'évolution des prix, mais sans prendre en compte le temps que cette variation de prix a duré, on ne peut pas savoir si c'est très volatile, puisque si cette variation s'est faite en 80 ans, bah, c'est pas très volatile. Par contre, si le prix est donc passé de 10 euros à 25, puis est redescendu à 5 euros, mais tout cela en l'espace de 6 mois, là, on est sur un actif beaucoup plus volatile. Donc, il faut prendre en compte le temps. Pour illustrer ça, je vous montre ces deux graphiques. Donc, sur le graphique de gauche, on a le cours qui pourrait être le cours d'une action ou d'un ETF, d'un actif financier, dirons-nous, qui est faiblement volatile par rapport à celui de droite. Puisqu'on voit que sur la même échelle de temps, en se disant bien que en abscisse, donc on a le temps, en ordonnée, on a le prix. Bien donc, si on se dit que les deux graphiques ont la même durée de temps, et bien donc le graphique de droite, l'actif financier qui est sur le graphique de droite, a une volatilité beaucoup plus importante, puisque sur la même période de temps, vous voyez bien que le prix a beaucoup plus varié. Un actif plus volatile peut être plus rentable, mais également sera en général plus risqué. Par exemple, l'actif qui est bien, le plus rentable, c'est d'investir sur des actions directement. Donc par exemple, là je vous montre l'évolution des marchés financiers aux États-Unis depuis 1970 jusqu'à nos jours. Là c'est l'actif financier qui est le plus rentable, mais c'est également assez volatile, hein. Les marchés boursiers ont traversé plusieurs crises financières. Voilà, les crises financières, il ne faut pas en avoir peur, hein, ça fait partie des cycles financiers, mais il faut bien avoir conscience du fait que quand on va investir sur quelque chose qui est rentable, on va avoir de la volatilité et un peu plus de risque. Pour mesurer justement la volatilité, il y a un indicateur qui s'appelle le VIX, donc le Volatility Index, qui est calculé quotidiennement en faisant la moyenne des options d'achat et de vente du S&P 500, qu'on appelle entre guillemets, donc de façon informelle, l'indice de la peur. Par exemple, là, vous voyez donc la variation du VIX donc de 2007 à nos jours, et vous voyez que les pics ont eu lieu pendant les deux crises financières qui sont déroulées durant cette période-là. Donc la crise des subprimes en 2008 et la crise du coronavirus en début 2020. Maintenant, nous allons parler d'un troisième outil de mesure du risque qui est le drawdown. Le drawdown permet de mesurer la perte maximale supportée par un investisseur qui aurait acheté au plus haut et vendu au plus bas. Alors, le plus simple, c'est d'illustrer cela par un graphique. Imaginons que la courbe bleue représente l'évolution du prix d'un actif financier, qui peut être soit une action par exemple, soit un ETF, voire même la courbe d'une stratégie boursière. Eh bien, si on avait acheté ici et vendu ici, on aurait donc subi cette perte-là. Et donc sur tout ce graphique-là, eh bien le drawdown maximal est réalisé donc entre ce moment-là et ce moment-là. La formule est donc la suivante: valeur maximale moins valeur minimale divisée par la valeur maximale.
Tout à l'heure, on a vu que donc les marchés boursiers, donc les marchés actions aux États-Unis, sont les marchés vraiment les plus rentables. Mais comme on disait également, qui dit rentabilité dit également volatilité et dit également risque. Et donc, sans surprise, eh bien, le drawdown maximal du S&P 500 est assez élevé comparé à d'autres produits financiers qui seront moins rentables mais également moins risqués. Par exemple, depuis la création du S&P 500 en 1957, eh bien, le drawdown maximal est intervenu pendant la crise des subprimes en 2008. Vous voyez, c'est cette barre-là, et donc on était à moins 56% environ. Après avoir vu ces trois outils de mesure du risque, eh bien, nous allons voir comment les combiner pour créer un portefeuille d'investissement qui va être adapté à sa personnalité, puisque nous avons tous une aversion au risque qui est différente, selon par exemple notre personnalité justement, ou notre âge, ou l'horizon de temps que nous avons devant nous. Donc pour cela, eh bien, nous allons comparer donc le S&P 500, qui est vraiment un marché très rentable, mais également assez volatile, avec une approche qui est complètement différente, qui est le permanent portfolio. Donc vous connaissez certainement, c'est un portefeuille qui a été créé dans les années 70 par Harry Brown, qui est composé de 25% d'actions, donc vous pourrez les représenter par un ETF qui répliquerait le S&P 500, 25% d'or, 25% d'obligations d'État des États-Unis à long terme et 25% d'obligations d'État des États-Unis à court terme, voire même 25% de cash. Pour cette partie, on peut la remplacer par 25% de cash. Et ensuite, eh bien, on fait des rééquilibrages pour ce portefeuille. On fait des rééquilibrages, c'est-à-dire qu'une fois par mois ou une fois par an, eh bien, on rééquilibre chaque partie pour qu'elle représente à nouveau 25% du portefeuille. Donc vous voyez que le permanent portfolio est diversifié. Et donc, en le diversifiant, eh ben, on réduit drastiquement le drawdown comparé au S&P 500. Vous avez vu tout à l'heure le S&P 500. Le drawdown maximal du permanent portfolio, donc de 1978 à 2021, eh bien, il est intervenu également en 2008, pendant la crise des subprimes, mais il est beaucoup plus faible que celui du S&P 500. Il est d'environ moins 12%, ici en 2008. On va comparer maintenant les deux. Donc, alors pour le S&P 500, je suis parti depuis 1978, puisque le permanent portfolio date de cette date-là. Donc de 1978 à 2021, le rendement annuel moyen du S&P 500 est de 13,3%, celui du permanent portfolio de 8,33%. Par contre, le drawdown, comme on l'a dit précédemment, est beaucoup plus important pour le S&P 500 que pour le permanent portfolio. 56% pour le S&P 500, environ 12% pour le permanent portfolio. Alors là, on pourrait se dire, eh bien, c'est vrai que le S&P 500 rapporte un peu plus en moyenne sur cette période-là, environ 60% de plus. Par contre, le drawdown est beaucoup plus élevé que 60%. Donc ça pourrait paraître trop risqué d'investir dans le S&P 500. Alors là, chacun peut avoir son propre avis. Par contre, il faut vraiment prendre en compte que la performance annuelle moyenne est d'environ 60% de plus pour le S&P 500, c'est la différence entre 13,3 et 8,33. Par contre, il faut prendre en compte l'impact vraiment très important et exponentiel que vont avoir les intérêts composés. Puisque, eh bien, si on prend cette performance moyenne, eh bien, chaque année, elle est calculée sur la performance, sur le capital de l'année précédente. Et au fil du temps, les intérêts composés font que, eh bien, sur un horizon de 10, 20, 30, 40 ans, le gain total que l'on obtiendra sur chacune de ces deux stratégies aura une différence énorme qui sera beaucoup plus importante que les 60% de différence. Je vous montre concrètement ce que cela donne. Donc, si on avait mis en 1978 $1 sur le S&P 500, on aurait en 2021 $114. Alors que si on avait mis $1 sur le permanent portfolio, on aurait $29 en 2021. Donc on voit toute la puissance des intérêts composés, les rendements composés. Sans surprise, on voit également que la courbe du permanent portfolio est beaucoup plus lisse comparée à celle du S&P 500. Ensuite, on peut se demander quelle stratégie choisir. Alors bien entendu, il n'existe pas de réponse universelle à cette question. Cela va surtout dépendre de sa propre aversion au risque, également de l'âge de l'investisseur. Pour illustrer mes propos, j'ai réalisé ce graphique qui vous montre donc
en abscisse l'âge et en ordonnée le risque. Et la courbe bleue représente donc l'évolution du risque en fonction de l'âge. Et je pense qu'il peut être intéressant de diminuer le risque au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Bien entendu, vous voyez que la courbe bleue ne descend pas de façon linéaire jusqu'à 0, puisque je pense qu'il faut investir toute sa vie. Et donc, même en ayant diminué le risque, tant que l'on investit, il faut avoir conscience qu'une certaine forme de risque va persister. Alors, quelle est l'idée derrière ce graphique? L'idée est que, plus on a de temps devant nous, et plus on pourrait se permettre donc de prendre des risques, et donc en investissant, comme on l'a vu précédemment, dans les actifs les plus rentables, mais également qui comportent le plus de volatilité, que sont les actions. Par contre, au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, on va avoir tendance à diminuer le risque, puisque on ne voudrait pas, à sa fin de vie, se retrouver là, après une longue baisse. Donc, au fur et à mesure que l'on va prendre de l'âge, on va passer progressivement d'une stratégie purement action sur une stratégie qui se rapprochera par exemple du permanent portfolio. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire 100% l'un ou 100% l'autre, on peut faire des intermédiaires en augmentant la part d'actifs moins risqués dans son portefeuille. Nous allons maintenant parler d'une notion qui est très importante à prendre en compte pour certains types d'ETF, il s'agit du bêta slippage. Nous avons vu précédemment qu'il existe des ETF qui répliquent la performance d'un indice boursier. Par exemple, un ETF S&P 500 va répliquer la performance de l'indice S&P 500, mais il y a également des ETF à effet de levier. Si par exemple vous achetez un ETF S&P 500 levier 2, il va doubler la performance de l'indice. Si par exemple, donc sur une journée, l'indice S&P 500 gagne 1%, l'ETF S&P 500 levier 2 va lui gagner 2%. Par contre, si l'indice a perdu 1%, donc l'ETF à effet de levier 2 va lui perdre 2%, bien entendu. Il double les gains, mais il double également les pertes. Il y a également des ETF inverses qui vont donc inverser la performance. Je reprends l'exemple. Si par exemple l'indice S&P 500 a gagné 1%, l'ETF inverse S&P 500 aura lui perdu 1% et vice-versa. Et ensuite, il y a également des ETF levier inverse, c'est-à-dire qu'ils vont inverser la performance en la doublant. Donc ces ETF-là répliquent la performance journalière du sous-jacent. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Puisque le calcul de la performance est remis à 0 quotidiennement. Ce qui fait que ces ETF-là seront non adaptés aux stratégies long terme à cause du phénomène des rendements composés. Si vous voulez, au fil du temps, la performance de l'ETF à levier et ou la performance de l'ETF à effet inverse va se décorréler du sous-jacent qu'il est censé suivre et répliquer. Je vais vous montrer un exemple concret pour que ce soit plus clair. Nous sommes sur le site de ProShares qui propose l'ETF SSO, qui est justement un ETF à effet de levier x2 sur le S&P 500. Et vous voyez qu'ils indiquent que la performance correspond à 2 fois la performance quotidienne du S&P 500. Et le mot quotidienne est très important à prendre en compte. Ici, ils vont un peu plus loin en indiquant que, je vous résume, que à cause des intérêts composés quotidiens, détenir cet ETF-là, donc à effet de levier x2, peut nous amener à un résultat qui est très largement différent du sous-jacent lui-même sur la même période. Pour illustrer tout cela, nous allons prendre des exemples chiffrés. Imaginons que l'indice S&P 500 vale 3000 points. On va dire que le premier jour, il gagne 5%. Donc à la fin du premier jour, il vaut 3150 points. Ensuite, le deuxième jour, l'indice gagne 8%. Donc à la fin du deuxième jour, il gagne 3402 points, ce qui nous fait une performance sur ces 2 jours cumulée de 13,4%. Maintenant, si on prend un ETF S&P 500 sans effet de levier, on va dire que le premier jour, l'ETF vaut 100 $. Donc, sur la première journée, l'ETF, comme il réplique fidèlement la performance de l'indice, il va également gagner 5%. Donc, à la fin du premier jour, l'ETF vaudra 105 $. Le deuxième jour, l'ETF va gagner, comme l'indice, 8%. Sauf que ces 8% sont calculés sur les 105 $. Ce qui fait qu'à la fin du deuxième jour, l'ETF vaudra 113,4 $. Et donc, sur ces 2 jours, l'ETF aura gagné 13,4%, ce qui est logique, puisqu'il réplique la performance de l'indice, donc il a gagné comme l'indice. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe avec un effet de levier x2. On va prendre donc un ETF S&P 500 x2. Imaginons que, pareil, au début du premier jour, il vaut 100 $. Donc, le premier jour, l'indice a gagné 5%, donc l'ETF va doubler la performance, donc 2 fois 5%, l'ETF va gagner 10%, l'ETF a effet de levier. Donc, à la fin du premier jour, l'ETF effet de levier vaudra 110 $. Le deuxième jour, l'ETF va également doubler la performance qui était de 8%, donc il va doubler, ça va nous faire une performance de 16%, mais ces 16% ne sont pas calculés sur les 100 $ du départ, ils sont calculés
sur le résultat de la veille au soir, qui est de 110 $. Et donc, 110 $ fois 16%, ça nous amène à un capital de 127,6 $. Ce qui fait que sur 2 jours, l'ETF S&P 500 x 2 a gagné 27,6%. Donc si on compare les deux, eh bien on voit que l'ETF S&P 500 x 2 a gagné 27,6%, alors que l'ETF S&P 500 a gagné 13,4%. Et si on multiplie 13,4 par 2, on arrive à 26,8. Donc on voit que finalement l'ETF S&P 500 x 2 a fait plus que doubler la performance de l'indice. Alors là on peut se dire, du coup c'est une très bonne affaire, puisque non seulement quand on gagne plus, mais on gagne plus que le double. Et vous allez voir qu'en fait, ça c'est efficace quand on a des journées positives qui se suivent. Mais vous savez très bien que dans la pratique, les marchés n'ont pas que des journées positives qui se suivent ou que des journées négatives qui se suivent. Vous savez que c'est une succession de journées positives et négatives. Et c'est là que le problème intervient, vous allez voir maintenant. On va maintenant prendre un exemple pour illustrer ce phénomène. Imaginons que l'indice S&P 500 vale encore une fois 3000 points. Le premier jour, on va dire qu'il perd 10%. Alors j'ai pris des chiffres un peu extrêmes pour illustrer de façon plus claire le phénomène. Donc l'indice S&P 500 perd 10% le premier jour, ce qui fait qu'à la fin de la première journée, il ne vaut plus que 2700 points, donc 2700 points. Ensuite, le jour 2, l'indice gagne cette fois-ci 11,10%, ce qui fait qu'à la fin du jour 2, l'indice est retourné à 3000 points, ce qui nous amène à une performance totale de 0% sur ces 2 jours. D'ailleurs, vous notez bien qu'après une baisse, il faut une hausse plus importante pour compenser la baisse, puisque la hausse est calculée sur un capital qui devient plus faible, qui est 2700 points. Maintenant, si on prend donc un ETF S&P 500 sans effet de levier, donc il va répliquer la performance de l'indice lui-même. Donc on commence à 100 $. Premier jour, on perd 10%, donc on tombe à 90 $. Deuxième jour, on gagne 11,10%, donc comme l'indice. Et là, 90 $ multiplié par 11,10%, ça nous ramène à 100 $, ce qui fait que l'ETF, assez logiquement, sans effet de levier, a répliqué la performance de l'indice, donc il n'a rien gagné ni perdu durant ces 2 jours. Maintenant, un ETF a effet de levier x2. Vous allez voir ce que ça donne. Donc le premier jour, on commence avec un capital de 100 $. Il va donc doubler la performance. Donc comme on disait tout à l'heure, il double les gains, mais il double également les pertes. Donc au lieu de perdre 10%, il a perdu 2 fois 10%, donc il a perdu 20%. Ce qui fait qu'à la fin du premier jour, l'ETF à effet de levier x2 ne vaut plus que 80 $. Ensuite, le jour 2, il va doubler les gains, donc il va doubler 11,10%, donc il va gagner, le TF à effet de levier x2, va gagner 22,2%, sauf que ces 22,2%, comme le calcul est remis à jour quotidiennement pour la performance des ETF à effet de levier, ils ne sont pas calculés sur les 100 $, mais ils sont calculés sur les 80 $ que vaut l'ETF la veille au soir. Et donc 80 $ multiplié par 22,2%, ça nous amène à un capital de 97,76%. Et on voit que, et c'est là qu'on commence à comprendre ce phénomène de décorrélation qui va exister au fil du temps, quand il y a des journées successives positives et négatives qui vont se succéder justement, on voit que l'ETF S&P 500 a rien gagné ni perdu. Voilà, ici, l'indice lui-même n'a rien gagné ni perdu. Par contre, l'ETF à effet de levier x2 a lui perdu 2,24% de sa valeur sur ces 2 jours. Ça se vérifie également pour les ETF inverses. On va prendre un dernier exemple qui est un ETF inverse S&P 500, c'est-à-dire un ETF qui inverse la performance de l'indice mais sans effet de levier. Donc premier jour, on commence avec un capital de 100 $. Donc comme l'indice perd 10%, l'ETF inverse va lui gagner 10% puisqu'il inverse. Donc à la fin du premier jour, l'ETF inverse vaut 110 $. Le jour 2, l'indice a gagné 11,10%, donc l'ETF inverse va lui perdre 11,10%. Et là, c'est pareil, les 11,10% sont calculés sur la performance de la veille au soir, sur la valeur de la veille au soir qui est de 110 $. Ce qui fait qu'à la fin du jour 2, la valeur de l'ETF inverse S&P 500 sera de 97,79 $. Et là, encore une fois, on voit que sur les 2 jours, l'ETF inverse a perdu 2,21% de sa valeur, alors que l'indice lui-même n'a rien gagné ni perdu, et l'ETF sans effet de levier, et qui n'est pas inverse, n'a rien gagné ni perdu. J'ai ensuite poussé l'exemple à l'extrême en regardant ce que cela aurait pu donner sur un an. Alors sur un an, on va dire qu'il y a environ 250 jours de bourse. Imaginons que le jour 1, l'indice S&P 500 perde 10%, le jour 2, il gagne 11,10%, le jour 3, il repère 10%, le jour 4, il regagne 11,10%, etc., etc., pendant un an. Vous voyez ce que ça donne.
Ce qui fait que l'indice S&P 500, donc qui est en vert, n'a rien gagné ni perdu au bout d'un an, puisque tous les 2 jours, il retombe à zéro, ce qu'on a vu précédemment. Par contre, l'ETF S&P 500 à effet de levier 2 a, lui, au bout d'un an, perdu 94% de sa valeur. Hein. C'est ce qu'on a vu précédemment, c'est ici. Ce qui fait que l'ETF S&P 500, tous les 2 jours, perd 2,24% de sa valeur. Alors, on est d'accord hein, que c'est un exemple théorique qui n'est jamais arrivé par le passé et qui n'arrivera certainement jamais dans le futur. Donc, on n'aura pas des écarts aussi importants entre l'indice de référence et le TF à effet de levier, mais sachez que dans la pratique, il y a quand même une décorrélation qui va arriver au fil du temps, qui sera des fois en faveur de l'ETF à effet de levier et des fois en sa défaveur. Vous savez qu'il y a la crise du coronavirus qui a eu lieu à ce moment-là. En rouge, vous avez la courbe du S&P 500. Donc l'indice a perdu sur cette période-là 11,36%. Et donc, s'il n'y avait pas de phénomène de bêta slippage, eh bien l'ETF SSO, qui est donc, comme on l'a vu précédemment, un ETF à effet de levier 2 sur le S&P 500, aurait dû perdre 2 fois 11,36%, donc environ 23%. Et non, on voit que sur cette période-là, la courbe bleue a perdu 28,31%. Donc là, on est sur des exemples réels. Alors, comme j'ai dit, hein, parfois, ça va être en faveur de l'ETF à effet de levier, parfois, ça sera en sa défaveur. Mais ce qui est important, je pense, vraiment à garder à l'esprit, c'est que ça devient du hasard. Là, on se déconnecte vraiment du sous-jacent et on s'en remet plus ou moins au hasard. C'est pour ça que je pense qu'il faut éviter les ETF à effet de levier. Nous allons maintenant voir les outils intéressants que propose XStation 5 pour l'achat d'ETF. Alors déjà, pour connaître les produits disponibles, il suffit de cliquer sur l'onglet ETF, puis ici sur ETF, on peut faire dérouler la liste, donc on voit qu'on a beaucoup de produits disponibles. Alors si on connaît déjà le produit qui nous intéresse, on peut aller directement dans la barre de recherche, entrer, par exemple, je vais entrer DTLA, qui est le ticker d'un ETF composé d'obligations à long terme des États-Unis. Donc je clique dessus. Ensuite, je peux cliquer sur le petit i pour avoir donc des informations sur l'actif financier en question. Dans l'onglet information principale, je vais par exemple avoir la devise, donc l'ETF est coté en dollars US. Il est sur la bourse de Londres, on a le code ISIN. Là, on a les heures de bourse qui correspondent, donc ce sont les heures locales de la bourse de Londres. Là, on voit que c'est un ETF qui accumule, comme on le disait en introduction de cette masterclass, certains ETF vont verser des dividendes, si vous possédez l'ETF, d'autres ne vont pas vous les verser, mais ils vont les accumuler, c'est-à-dire qu'ils vont les réinvestir dans l'ETF lui-même, ce qui peut être intéressant, parce que le prix de l'ETF va grossir plus vite. Et donc, c'est le cas pour DTLA. Là, on a les frais de courtage. Les frais de courtage sont de 0% avec XTB pour cet ETF-là, puisque XTB propose une offre sans frais de courtage. Donc, c'est dans la limite de 100 000 euros par mois. Et 100 000 euros, c'est une grosse somme déjà, ça vous laisse de quoi venir. Et là, on a la taille minimale de l'ordre qui est de 100 $ pour cet ETF-là. Ensuite, vous avez l'onglet Info Société, qui vous montre donc des infos sur cette société-là. La performance de l'ETF, donc par exemple sur 1 an, sur 3 ans. Et là, on a le portefeuille, donc les composantes de l'ETF. Donc là, c'est un ETF qui est composé uniquement d'obligations à long terme des États-Unis. Donc, assez logiquement, là, vous voyez que les 5 premières sont des Treasury Bonds, donc des obligations d'État. Et là, on a les secteurs. Alors là, pareil, comme c'est composé d'obligations d'État, donc c'est du vert, hein, c'est en lien avec le gouvernement. Et il y a une toute petite bande rouge, puisqu'il y a un tout petit peu de cash qui est disponible dans cet ETF qui n'est pas investi. Voilà. Ensuite, on a un outil qui est vraiment très intéressant que je voulais vous montrer chez XTB avec XStation 5, qui est le scanner d'ETF. Alors, pour le trouver, il faut aller dans l'onglet Analyse de marché. Donc, c'est disponible si vous avez un compte réel chez XTB. Ensuite, vous avez ici Scanner ETF. Et là, vous allez pouvoir filtrer les ETF selon vos propres critères. Alors, on peut cliquer déjà sur Montrer plus de filtres pour avoir la totalité des filtres. Vous pouvez ici les classer suivant les sous-jacents qui composent l'ETF. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des ETF qui vont répliquer un indice boursier, donc qui sont composés d'actions, d'autres qui répliqueront l'évolution du cours de matières premières, l'autre les taux, donc sont les obligations d'État, justement comme des TLA, ou autres. Alors vous pouvez sélectionner une ou plusieurs de ces catégories-là. Ici, dans les régions, vous pouvez cliquer donc les régions géographiques du monde que vous souhaitez sélectionner. Ensuite, les marchés donc développés émergents, vous pouvez avoir un mélange ou non renseignés, donc ce sont les ETF qui ne sont pas catégorisés dans un de ces marchés-là. Et là, vous pouvez encore une fois chercher directement l'instrument.
Ensuite, vous avez des outils qui vous permettent de filtrer encore plus finement. Là, vous pouvez mettre les actifs nets, donc la valeur sous gestion de l'ETF. La TER, c'est les frais, donc va facturer annuellement le gestionnaire de l'ETF. Là sont les rendements de l'ETF. Là, c'est l'écart type, c'est-à-dire l'écart par rapport aux variations moyennes de l'ETF. Ici, nous avons l'alpha sur 3 ans qui mesure la performance de l'ETF par rapport à son risque. C'est-à-dire que quand l'alpha est inférieur à 0, la performance de l'ETF est inférieure au risque que l'on prend. Quand l'alpha est égal à 0, la performance est égale au risque. Et quand l'alpha est supérieur à 0, cela signifie que la performance que l'on obtient avec l'ETF est supérieure au risque que l'on prend, donc c'est intéressant. Ensuite, nous avons la rentabilité jusqu'à ce jour, la rentabilité sur 1 an, la rentabilité sur 3 ans et celle sur 5 ans. Et enfin, nous avons le bêta sur 3 ans qui est finalement une mesure de la corrélation entre le cours de l'ETF lui-même et de son marché de référence. Quand nous avons par exemple un bêta de 1, cela signifie que quand le marché de référence de l'ETF varie de 1%, eh bien le prix de l'ETF varie lui aussi de 1%. Quand nous avons un bêta de 2, ça signifie que quand le marché de référence va varier de 1%, le prix de l'ETF va varier de 2%. Donc là, on est plus que corrélé, ça amplifie la performance. Quand on a un bêta de moins 1, ben là, on est sur la décorrélation. Ça signifie que quand le marché de référence va varier de 1%, le prix de l'ETF va varier de moins 1%. Donc voilà, avec tous ces filtres-là, vous pouvez vraiment faire une sélection assez fine des ETF que vous voulez, notamment en filtrant au niveau du risque et de la corrélation, également des rendements là, sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette masterclass, j'espère que le contenu vous aura intéressé. Comme promis au début de cette vidéo, je vais vous offrir 2 bonus. Le premier, donc, en vous rendant sur mon site internet www.quantitrading.com, en haut du site, vous aurez un petit formulaire sur lequel il faudra juste mettre votre email et ça vous permettra de recevoir gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille et également plus d'informations sur la stratégie que j'utilise pour investir en bourse. Ensuite, le bonus numéro 2, j'ai un club d'investisseurs qui s'appelle le Club Quantitrading que vous pouvez retrouver sur l'URL suivante. Donc dans ce club, vous recevrez chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier qui est envoyé chaque mois à une date connue à l'avance par les membres, également une série de tutoriels qui est adapté aux débutants. Également au milieu de chaque mois, nous faisons un live mensuel de coaching privé dans lequel je fais un point sur toutes les positions du portefeuille. Je réponds également à toutes les questions des membres. Le live est enregistré, le replay est ensuite envoyé aux membres, ce qui leur permet de le regarder même s'ils n'étaient pas présents le soir du direct. Et enfin, dans le Club Quantitrading, nous avons un groupe Facebook d'entraide qui permet aux membres d'échanger entre eux, d'avoir des réponses rapides et, s'ils le souhaitent, de rencontrer d'autres membres. Et bien, en bonus numéro 2, dans le cadre de cette masterclass organisée avec XTB, nous vous offrons 3 mois d'accès gratuit au Club Quantitrading, donc pour les clients qui ouvriront un compte réel XTB en passant par notre lien. Donc pour le recevoir et avoir la procédure, il vous suffit de m'envoyer un email à viken@quantitrading.com. Je vous enverrai la procédure qui vous permettra donc de bénéficier de 3 mois d'accès offerts au Club Quantitrading. Merci encore une fois d'avoir suivi cette masterclass. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site internet quantitrading.com ou me contacter par email ou me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook en cherchant Viken-Quantitrading.